Et si on parlait de l'écrivain au cinéma dans Blow Up? Car il y a beaucoup de choses à dire sur la question. Tout d'abord, certains auteurs ont écrit des scénarios, comme François Sagan pour Claude Chabrol, ou Raymond Chandler pour Billy Wilder. Certains auteurs ont également réalisé des films, des œuvres uniques comme Georges Perec avec Un homme qui dort. Tu ne bouges pas, tu ne bougeras pas. Ou des œuvres plus abondantes comme Marguerite Duras, ici dans India Song. C'est le vice-consul de France qui crie. Certains auteurs ont également joué dans des films, pour de discrètes apparitions comme William Burroughs dans Drugstore Cowboy, ou pour des rôles principaux comme Michel Houellebecq dans Near Death Experience. M'en fous, je suis mort. Mais à part ça, l'écrivain a surtout été beaucoup représenté au cinéma. Des écrivains jeunes comme Janet Frame dans Un ange à ma table, ou des écrivains moins jeunes comme Bruno Ganz dans L'éternité et un jour, des écrivains à succès comme Marcello Mastroianni dans La Notée, ou des écrivains pas encore publiés comme Jean-Hugues Anglade dans 37 le matin, des écrivains dramaturges comme Molière dans Molière, Si le titre est mauvais, nous le changerons. Et non, il est excellent. des romanciers comme André Dussolier dans Impardonnable, des essayistes comme Jean de Sailly dans La peau douce, ou encore des poètes comme Steve Buscemi dans Big Fish. Roses are red, violets are blue. I love Spectre. Bref, des écrivains au cinéma, il y en a beaucoup, de quoi bien évidemment faire un petit point sur la question. Alors commençons par la liste non exhaustive évidemment, des célèbres écrivains incarnés à l'écran par des acteurs célèbres ou non. On a notamment vu l'anglaise Virginia Woolf sous les traits méconnaissables de Nicole Kidman dans The Hours, on a vu l'américain Henry Miller sous les traits de Fred Ward dans Henry and June, mais aussi le japonais Mishima, sous les traits de Ken Ogata dans le Mishima de Paul Schrader, sans oublier le cubain Reynaldo Arenas, incarné par Javier Bardem dans Avant la nuit, ou encore la française Françoise Sagan, incarnée par Sylvie Testu dans Le Sagan de Diane Curis. Je ne sais pas vraiment pourquoi on écrit, ni pour qui. Sinon, il y a des écrivains au carré, avec les frères Grimm chez Terry Gilliam, et les écrivains au cube, avec les sœurs Brontë chez André Téchiné. Enfin, le film le plus prolifique est sans doute Le Minuit à Paris de Woody Allen, puisque Owen Wilson y croise Ernest Hemingway, peu bavard, accompagné de Gertrude Stein, plus bavarde, mais aussi Zelda et Scott Fitzgerald, ou encore le poète T.S. Eliot. Mais à part ça, que fait un écrivain à l'écran? Eh bien, il donne des conférences, comme Jérôme Crabbe dans Le quatrième homme de Paul Verhoeven. Il donne également des cours, comme Michael Douglas dans Wonder Boys. Howard, what about you? I hated it. Sinon, l'écrivain fait des lectures en public, comme Philip Seymour Hoffman dans Truman Capote. Until one morning in mid-November 1959, L'écrivain se rend également dans les librairies pour y signer ses livres, comme François Berléand dans La fille coupée en deux de Chabrol. Enfin, bien sûr, l'écrivain assure la promotion de ses livres en répondant aux questions des journalistes, comme Jean-Pierre Melville, alias Jean Parvulesco, dans À bout de souffle. Quelle est votre plus grande ambition dans la vie? Devenir immortel. Et puis, mourir. Mais encore. Eh bien évidemment, l'écrivain au cinéma écrit. À la plume, à la machine à écrire, ou à l'ordinateur, mais aussi plus original, à la peinture sur les corps, comme dans The Pillow Book. Un processus d'écriture que les cinéastes filment souvent en fondu enchaîné, en tous les cas lorsque l'inspiration est là, par exemple vers la fin de Barton Fink, une idée en amenant une autre, en amenant une autre, en amenant une autre, un tic de mise en scène que l'on retrouve dans le Hammett de Wenders, lequel se concentre cette fois sur la machine à écrire, une phrase en amenant une autre, et une autre, et une autre, une idée que l'on retrouve également dans le Misery de Rob Reiner, etc., etc., etc. Mais à l'inverse, le sujet principal de l'écrivain au cinéma, la panne, l'angoisse de la page blanche. Dès lors, que faire pour retrouver l'inspiration? Eh bien, pourquoi pas jouer avec une balle de baseball, comme Jack Nicholson dans Shining, ou bien pourquoi pas boire, comme Jack Nicholson dans Shining toujours lui, ou encore John Gielgud dans Le Providence de Resnais, sans oublier plus récemment Jean Dujardin accompagné d'Albert Dupontel dans Le Bruit des glaçons. Il est bon votre vin blanc? Sinon, autre solution, l'héroïne, chère à Peter Weller alias William Burroughs dans Le Festin nu de Cronenberg. Sinon, moins dangereux, de nombreux écrivains choisissent de changer d'air pour retrouver l'inspiration, comme le poète russe du Nostalgia de Tarkovsky
partie pour une cure thermale en Italie, ou encore l'anglaise Charlotte Rampling dans Swimming Pool de François Ozon, partie chercher l'inspiration dans une villa du sud de la France. Mais enfin, souvent, les écrivains au cinéma soignent leur panne d'inspiration en transformant leur vie en fiction. Ce sont les relations amoureuses alambiquées que Fabrice Lucchini dans La Discrète décide de vivre avant de les coucher sur papier. Bonjour. Ou c'est encore, exemple plus extrême, l'écrivain en panne de House by the River de Fritz Lang, qui va bientôt commettre l'irréparable pour combler le vide de son roman en cours. Tout ceci nous fait penser que l'on ne compte plus les films brouillant à la frontière entre le réel et le roman. C'est Jeremy Irons, alias Kafka dans le film de Steven Soderbergh, plongé dans une fiction kafkaïenne. C'est le déjà cité Hamet de Wenders, qui doit mener une enquête policière typique des romans de l'écrivain. Ou c'est encore John Cusack, alias Edgar Poe dans L'ombre du mal, plongé dans une fiction macabre chère à l'auteur américain. Enfin parfois, la mise en abîme se fait plus délirante encore. Dans L'antre de la folie de John Carpenter, l'imagination malade de l'écrivain Sutter Kane gangrène toute une ville et bientôt le monde. Ou dans un registre différent, dans L'incroyable destin d'Harold Crick, Will Ferrell entend l'écrivain narrateur décrire tous ses faits et gestes. He began it the same way he always did. Hello, someone there? Bref, si on ajoute Kurt Raab, accusé de plagiat dans Le rôti de Satan de Fassbinder, et Johnny Depp, accusé lui aussi de plagiat dans Fenêtre secrète, si on ajoute Gene Tierney consignant les mémoires de Rex Harrison dans L'aventure de Madame Muir, et Emmanuel Béard dactylographiant les mémoires de Michel Serrault dans Nelly et Monsieur Arnaud, voilà l'objet. C'est assez copieux. Je vois, oui. sans oublier Ewan McGregor, nègre du politicien Pierce Brosnan dans The Ghostwriter, et Edouard Baird, nègre du joueur de foot Clovis Cornillac dans Mensonge et trahison. Alors c'est vous qui allez m'aider à écrire le bouquin? On peut dire que les écrivains sont au cinéma partout, et bien sûr sous les traits de Jean-Paul Belmondo dans Le Magnifique, ce qui nous a donné des envies de classement. C'est donc parti pour notre traditionnel top 5 subjectif, celui de nos meilleures scènes liées de près ou de loin à l'écrivain au cinéma. Notre numéro 5 commence en Asie avec le 2046 de Wong Kar-wai, car s'il est un écrivain charismatique de l'histoire du cinéma, c'est bien Tony Leung, perdu entre passé, présent et futur, entre la chambre 2046 et la chambre 2047.佢成日都問我，呢個世界係咪有啲嘢永遠都唔會變？我當然明白佢嘅意思。我應承佢用一個過來人嘅身份寫一個故仔，等佢可以明白佢男朋友嘅心情。我哋仲講笑話，個故仔應該叫2047。可能太投入。我開始覺得呢個故仔唔係關於佢男朋友，而係講緊我。Notre numéro 4 nous amène en Espagne avec La fleur de mon secret de Pedro Almodóvar, une femme écrivain cette fois, Marisa Paredes, ses lunettes et son pull rouge, ses photos et ses souvenirs, et ses bottines noires. Todos los días me pongo algo tuyo. Hoy me he puesto los botines que me regalaste hace 2 años. ¿Recuerdas que por la noche tuviste que quitármelos porque yo sola no podía? Al verlos esta mañana me he acordado de ti y me los he puesto en tu honor. Ahora me aprietan. A veces tu recuerdo, como estos botines, me oprime el corazón hasta impedirme respirar.
Notre numéro 3, des livres angoissants dans l'histoire du cinéma, il y en a beaucoup. Par exemple dans Le Nombre 23, dans Evil Dead ou dans L'Antre de la Folie, déjà cité. Mais le plus angoissant, celui qu'écrit Jack Nicholson dans Shining, toujours lui, et que découvre chez les Duval, Bouche bée. Notre numéro 2, la plus belle récitation de poèmes de notre histoire du cinéma dans Le Bright Star de Jane Campion. Le poète anglais John Keats, incarné par Ben Whishaw, Fanny Brown, incarnée par Abbie Cornish, puis les deux ensemble, et enfin, attention spoiler, Fanny Brown, à nouveau seule à la fin du film, récitant le poème tragique de son amoureux. Bright star, would I were steadfast, as thou art. Not in lone splendor, hung aloft the night, and watching, with eternal lids apart, nature's patient, sleepless eremite. The moving waters at their priest-like task, of pure ablution round earth's human shores, or gazing on the new soft fallen mask of snow upon the mountains and the moors. Yet still steadfast, still unchangeable, pillowed upon my fair love's ripening breast, to feel forever its soft swell and fall. Awake forever in a sweet unrest. Still to hear a tender taken breath, and so live ever, or else swoon to death. Enfin, notre numéro 1 est une évidence. La littérature est l'un des grands sujets du cinéma de François Truffaut. Nous avons brièvement évoqué Jean de Sailly, éditeur et critique littéraire dans La peau douce, mais n'oublions pas qu'on entend la voix de Victor Hugo dans l'histoire d'Adèle H. Adèle, ma chère fille, mes bras te sont ouverts. N'oublions pas non plus qu'Antoine Doinel finit par écrire un roman que dévore Marie-France Pizier dans L'amour en fuite. Et puis, il y a évidemment L'homme qui aimait les femmes, l'écrivain Bertrand Moran, alias Charles Denner, son visage, sa voix. Pour moi, rien n'est plus beau à regarder qu'une femme en train de marcher pourvu qu'elle soit habillée d'une robe ou d'une jupe qui bouge au rythme de sa marche. Il y a celle qui file rapidement vers un but, peut-être vers un rendez-vous. Il y a celle qui se promène avec sur le visage un air de loisir. Certaines sont si belles vues de dos que je retarde le moment d'arriver à leur hauteur pour ne pas être déçu. À vrai dire, je ne suis jamais déçu, parce que celles qui sont belles de dos et moches de face me donnent une sensation de soulagement, puisque malheureusement, il n'est pas question de les avoir toutes. Elles sont des milliers tous les jours, à marcher dans les rues. Mais qui sont toutes ces femmes? Où vont-elles? À quel rendez-vous? Si leur cœur est libre, alors leur corps est à prendre. Il me semble que je n'ai pas le droit de laisser passer la chance. La vérité, je vais vous la dire, elles veulent la même chose que moi. Elles veulent l'amour. Tout le monde veut l'amour. Toutes sortes d'amour. L'amour physique et l'amour sentimental. Ou même simplement la tendresse désintéressée de quelqu'un qui a choisi quelqu'un d'autre pour la vie et ne regarde plus personne. Je n'en suis pas là, moi. Je regarde tout le monde.
Oui, encore.